Si vous avez aimé la vidéo, pensez à liker. Liker permet d'offrir une meilleure visibilité à la chaîne sur YouTube et de me soutenir. De plus, chaque like que vous réalisez permet de sauver des pangolins. Si vous ne le faites pas pour moi, faites-le pour eux. Bonjour les amis et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler des objets porte-bonheur des poilus de 14-18. Parce que la peur de la mort tenaille les combattants de la Grande Guerre, ils cherchent donc à se rassurer par tous les moyens possibles, même les plus irrationnels. Médailles pieuses, prières à la Vierge, poupées, pièces en argent, tickets de métro. Mais... le savais-tu ? Dès le début de la guerre, certains soldats cousent dans leur capote une pièce en argent pour être protégés des balles. D'autres en Vendée ont planté un clou dans un arbre comme une sorte de prière, un pouvoir que l'on confère au métal et particulièrement au clou qui est très ancien. En effet, Tite-Live nous rapporte que dans la Rome de l'Antiquité, on repoussait les dangers et les épidémies en plantant une tige en métal dans un morceau de bois. D'ailleurs, en Allemagne, en 1915, de grandes statues en bois sont érigées et on engage la population à y planter des clous. Pour nous les Français, ce n'est qu'une vaste blague et nous en profitons pour haïr nos voisins qui retournent à une sorte de fétichisme de sauvage. Mais on oublie vite que nombre de nos soldats portent un clou en guise de bague. Oui, et c'est sans compter ceux qui conservent un fer à cheval, un trèfle à 4 feuilles ou encore un peu de terre de leur région natale. Vous me direz, les superstitieux, ce sont toujours les autres. Tout à fait, mais pour en revenir à la bague que l'on appelle la bague du poilu, elle peut avoir des formes variées et elle a été produite en grande quantité. Et pour cause, au-delà de sa popularité dans les tranchées, elle était utilisée comme porte-bonheur ou comme cadeau pour les fiancés ou épouses des soldats. Yep, mais il est bon de préciser qu'elles ne sont pas en or ou en argent, mais en aluminium. Aluminium que l'on retrouve dans les obus des Allemands. C'est un métal facile à travailler qui se moule aisément et cerise sur le gâteau, il est peu oxydable. C'était en général les soldats du génie qui réalisaient ces bagues. Ils découpaient soigneusement des rondelles, les fondaient pour les couler dans un moule taillé dans de la pierre. Ensuite elles étaient limées, polies et vendues pour la somme de 1,50 franc, voire 2. Un autre objet qui sonne comme un gage de retour, c'est le ticket de métro qui est mentionné dans le Mercure de France par Guillaume Apollinaire. Un ticket du métro parisien aller-retour mais seulement poinçonné à l'aller à la station Combat et qui est conservé très précieusement dans le portefeuille. Mais c'est aussi le cas pour nos frères d'armes sénégalais qui ont eux aussi leur gris-gris ou des pendentifs censés les protéger. Dans Force Bonté, Bakary Diallo qui, au-delà de nous offrir le premier récit africain sur la Grande Guerre, montre que les tirailleurs possèdent des herbes, des racines, des dents de mort, voire même des têtes de serpent. Pensant que tout ce barda ésotérique les protège, les Sénégalais vont faire preuve de courage et de témérité au combat, n'hésitant pas à se jeter sous la mitraille et subissent des pertes considérables en octobre-décembre 1914 pendant la bataille de l'Isère en Belgique. Oui, et nos poilus arborent comme pendentifs les médailles religieuses ou encore assemblées et cousues dans la doublure de l'uniforme. En général, elles rassemblent le Christ, la Vierge Marie, Saint Christophe ou encore Jeanne d'Arc. L'idée était donc d'assurer un maximum de protection aux poilus. Parmi les objets religieux, on retrouve aussi la fameuse Vierge des poilus qui occupe une place importante censée protéger de la mort. C'était une petite statuette de 2 cm de haut qui était parfois cousue dans la doublure de l'uniforme. Oui, et je rajouterai qu'il existait des modèles différents avec parfois des petits fourreaux en métal pour les ranger. La chose surprenante, c'est que effectivement on l'appelle Vierge des poilus, mais ce ne sont pas forcément des représentations de la Vierge, puisque l'on retrouve Saint Christophe, Sainte Thérèse de Lisieux ou encore Saint Antoine de Padoue. On retrouve aussi des mères ou des femmes de soldats qui vont coudre une prière ou plusieurs dans la veste de leur fils ou de leur mari, afin de leur assurer la protection du ciel. D'ailleurs, en 1915, en automne, on voit apparaître des chaînes de prière recopiées en plusieurs exemplaires et diffusées dans les tranchées. Autre objet à connotation religieuse qui va proliférer, c'est l'image du Sacré-Cœur sur des petits drapeaux, cousus ou accrochés à l'intérieur de l'uniforme et qui sont censés encore une fois protéger le poilu grâce à la devise « Cœur de Jésus, sauvez la France » et la représentation du Sacré-Cœur du Christ. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'à partir de 1915, l'œuvre des insignes du Sacré-Cœur va distribuer à la population et aux soldats du front insignes et drapeaux. Sur la totalité du conflit, on comptera environ 12 millions d'insignes et plus de 32 000 drapeaux. On peut aussi noter la présence du Sacré-Cœur sur des cartes de sauvegarde du soldat, beaucoup plus commode car on pouvait la glisser dans son portefeuille ou encore dans la poche de sa vareuse. C'est vrai que ce genre de croyance peut laisser perplexe, mais dans un univers où la mort peut frapper à chaque instant, les hommes vont tenter de se réconforter comme ils peuvent. Nous pourrions également parler des soldats américains engagés dans un assaut à Saint-Mihiel en 1918 qui, en plus d'avoir armes et munitions, ont transporté sur eux une Bible dans leur poche ou leur sac. L'évangile devient alors une sorte de gris-gris de protection. Des amulettes, fétiches, gris-gris de toutes sortes, éclats d'obus ou de balles qui sont conservés très précieusement dans l'idée d'éloigner une nouvelle menace ou encore la mort. Le dernier élément que nous allons aborder, ce sont des poupées de laine, Nénette, Rintintin et Radadou, des figurines célèbres que les poilus affectionnent et affichent fièrement au bouton de leur veste ou sur leur casque. À l'origine de ces poupées, nous trouvons Francisque Poulbeau qui crée un couple d'enfants, Nénette et Rintintin en 1913. Il est surtout motivé par la mainmise allemande sur le secteur du jouet en France, et elles apparaissent dans le catalogue de la Samaritaine pour Noël 1913. À savoir que Nénette et Rintintin étaient les petits noms que se donnaient Francisque et sa femme. Je sais, c'est cute.
Mais cette propriété va lui échapper rapidement en 1918 et elles vont connaître un succès complètement fou auprès de la population et des soldats. En 1918 à Paris, on nous conte qu'un jeune couple a échappé à un bombardement par les Gotha et des obus à longue portée du super canon. Mais personne ne sait concrètement qui a fabriqué ces poupées en laine à leur effigie. Mais tout le monde en veut. On les échange, on les offre aux poilus et elles symbolisent en quelque sorte le lien entre eux et leurs femmes, leurs fiancées ou encore leurs marraines. On réalisera ces poupées jusqu'en 1950, mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisqu'en 1918, un aviateur américain, le capitaine Lee Duncan, adopte des chiots, un mâle et une femelle, qu'il nomme Nénette et Rintintin. Rintintin, ça vous parle ? Et pour cause, puisque c'est lui et ses descendants que vous verrez des années plus tard dans la série Les Aventures de Rintintin, en compagnie de son jeune maître Rusty, qui foncièrement me tapait sur le système. À savoir qu'à la mort de Rintintin, qui survient en 1923, son corps sera rapatrié en France où il repose au cimetière des chiens à Asnières-sur-Seine. C'est là-dessus que je vous abandonne et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et surtout gardez à l'esprit que apprendre c'est bien, mais comprendre c'est mieux.